Ce sont des hommes comme toi qui m'ont rendu comme je suis. descendant à 3000. Oui. Donc au moment En où psychanalyse, ils ont travaillé sur quelqu'un pendant... Pour quelqu'un qui n'a même pas vécu une seule vie. Vous êtes-vous déjà demandé si Swanson, Flynn, Monroe et d'autres se sont inscrits secrètement à des cultes marginaux et des sectes mystiques? Et si je vous disais que sous les marquises scintillantes et derrière les sourires éclatants de l'âge d'or d'Hollywood, se cachait un monde d'ombre fait de séances, de sociétés secrètes et de quêtes spirituelles? Ce soir, nous retraçons les parcours ésotériques de 14 icônes de l'ancien Hollywood qui ont quitté le tapis rouge pour plonger directement dans certains des cultes et sectes mystiques les plus fascinants du XXe siècle. Commençons. Gloria Swanson. Dès 1925, Gloria Swanson gagnait 20 000 $ par semaine, soit l'équivalent de près de 300 000 $ dans la monnaie actuelle, et dépensait presque autant en régimes alimentaires exotiques, traitements de santé expérimentaux et consultations spirituelles. Lorsque des troubles gastriques ont menacé sa carrière au début des années 1930, la médecine conventionnelle a offert peu de soulagement. La vedette de Sunset Boulevard a trouvé son sauveur non pas sur un plateau de cinéma hollywoodien, mais à Rancho La Puerta, où elle a rencontré le savant hongrois Edmond Bordeaux Szekely, un homme qui prétendait avoir découvert d'anciens textes araméens révélant les secrets de santé de la supposée communauté spirituelle de Jésus, les Esséniens. La caméra voit tout, a dit un jour Swanson au magazine Photoplay. Elle voit le poison dans votre système, la mort dans vos cellules. Cette paranoïa concernant la pureté interne l'a poussée à financer l'empire de vie biogénique de Szekely, un réseau de retraites alimentaires crues, de cliniques de nettoyage du côlon et de projets éditoriaux dédiés à la diffusion de l'Évangile de la paix que Szekely prétendait avoir traduit à partir de manuscrits cachés du Vatican. Entre 1934 et 1938, Swanson a investi plus de 200 000 $ dans ses entreprises, une somme stupéfiante qui représentait près de la moitié de sa fortune à l'époque. Sur le terrain de Paramount, les dirigeants surnommaient sa caravane le café du culte, à cause des repas étranges qu'elle préparait, et de la succession de gourous de la santé, en robe, qui lui rendaient visite entre les prises. Cecil B. DeMille aurait menacé de la licencier quand elle a insisté pour emmener son propre cuisinier essénien pour préparer les repas pendant le tournage de Male and Female. Indifférente, Swanson poursuivit sa croisade, diffusant finalement des prières de paix esséniennes à la radio nationale pendant la Seconde Guerre mondiale et introduisant des stars comme Greta Garbo et Marlène Dietrich aux pratiques diététiques austères du mouvement. La nourriture moderne est un poison, déclara-t-elle dans un article de 1937 du Ladies' Home Journal. Mais les anciens Esséniens connaissaient le secret de la jeunesse éternelle grâce à la nourriture vivante. Tout comme une autre reine de l'ère du cinéma muet sur le point de se tourner vers la médecine non conventionnelle, Swanson croyait que les exigences d'Hollywood nécessitaient des solutions surnaturelles. Clara Bow, une IT girl tremblante, entre dans une maison de ville à Nob Hill, où une console en noyer promet de la diagnostiquer via des ondes radio. Clara Bow, dont la personnalité d'enfant sauvage captivait les spectateurs, souffrait, en 1927, d'insomnie, de fluctuations de poids et de ce que les médecins appelaient vaguement épuisement nerveux. Lorsqu'elle a été déçue par la médecine traditionnelle, Bow s'est tournée vers le docteur Albert Abrams et son oscilloclaste révolutionnaire, une machine qui prétendait diagnostiquer et traiter les maladies par des fréquences électroniques. Le boîtier bourdonnait et cliquetait, écrivait plus tard Bow dans ses mémoires inédites. Le docteur Abrams m'a dit que mon sang vibrait à la mauvaise fréquence. Pour la première fois, quelqu'un expliquait ce qui se passait en moi. Bien qu'Abrams ait été posthumément qualifié de charlatan notoire par l'Association médicale américaine, le manager de Bow, Rex Bell, a payé 2 500 $, soit l'équivalent d'un mois de son salaire, pour 10 séances avec des praticiens qui avaient hérité de la pratique d'Abrams. Les traitements consistaient à attacher des électrodes à différentes parties de son corps, pendant que la machine pulsait avec des énergies mystérieuses. Bow restait assise pendant des heures, tandis que l'appareil était censé réaligner les vibrations de ses cellules. Lorsque le San Francisco Examiner a publié un reportage dénonçant les adeptes d'Abrams comme étant une secte médicale s'attaquant aux vulnérables d'Hollywood, Bow a défendu les traitements, affirmant qu'ils avaient rétabli mon dynamisme lorsque les médecins voulaient me remplir de barbiturique, alors que sa santé mentale se détériorait.
et le cinéma parlant menaçant sa carrière, Beau s'est retirée dans un ranch du Nevada, accordant occasionnellement des interviews où elle faisait allusion à des traitements de rajeunissement électrique qui la maintenaient éclatante loin des caméras. Les magazines de fans spéculaient intensément sur ces thérapies, créant involontairement une curiosité au box-office pour ses derniers films. Les courants électriques, qui n'ont pas réussi à soigner l'esprit troublé de Clara Bow, trouveraient un écho dans une autre forme de pouvoir, l'attrait magnétique du célèbre occultiste qui attirerait bientôt l'un des malfaiteurs les plus notoires d'Hollywood. Errol Flynn. Captain Blood monte à bord du navire noir, cria une chronique de Potin de 1938 lorsque Flynn fut aperçu au manoir de Jack Parson à Pasadena, un quartier général de l'ordre mystique d'Aleister Crowley, l'Ordo Templi Orientis. L'acteur séduisant, dont les rôles de Cap et d'épée et les scandales hors écran ont fait de lui le mauvais garçon par excellence d'Hollywood, a trouvé un foyer naturel parmi les occultistes bohèmes qui se rassemblaient dans le manoir, converti surnommé The Parsonage, scientifique en aérospatial. Le jour et magicien cérémoniel la nuit, Jack Parsons organisait des rituels élaborés où Flynn participait apparemment à ce que les participants appelaient la messe gnostique, une cérémonie impliquant une prêtresse nue sur un autel et des calices de vin représentant le sang. Le baron André Haringa, un participant régulier, a décrit plus tard Flynn comme enthousiaste, bien que quelque peu théâtral, dans sa participation au rituel, notant que l'acteur abordait les arts occultes avec le même enthousiasme qu'il apportait aux scènes d'escrime. Crowley lui-même, alors vivant dans la pauvreté en Angleterre, prit note de la connexion hollywoodienne, envoyant un câble à Parsons faisant référence à « notre recrue glamour » et suggérant des rites initiatiques spéciaux pour celui qui commande le pouvoir du glamour. Le FBI, qui surveillait déjà la loge pour une éventuelle corruption morale, a compilé un dossier de 136 pages, documentant les multiples visites de Flynn au manoir entre 1937 et 1939. Les chercheurs restent divisés quant à l'ampleur de l'implication de Flynn. Le biographe Charles Higham le qualifie de touriste occasionnel dans le paysage occulte, tandis que l'historien de l'occulte Dave Evans répertorie Flynn comme ayant reçu une reconnaissance formelle en tant qu'initié d'un degré minerval. Ce qui reste certain, c'est que Flynn a adopté la célèbre devise de Crowley. « Fais ce que tu veux », comme une philosophie personnelle qui justifiait son comportement audacieux tant à l'écran qu'en dehors. Alors que Flynn s'éloignait de la moralité conventionnelle, une autre icône du grand écran se tournait vers le monde des esprits pour guider sa carrière provocante, l'indomptable Mae West, dont la célèbre invitation à monter et me voir un jour allait bientôt s'étendre aux entités de l'au-delà. Mae West. Est-ce une trompette ou es-tu juste content de me hanter? Mae West plaisante avec un médium lors d'une séance dans son luxueux appartement à Santa Monica, où des tables lévitaient mystérieusement et où des trompettes spirites flottaient prétendument dans les airs. Derrière la personnalité publique grivoise de West se cachait une femme profondément engagée dans les pratiques spiritualistes et l'étude théosophique, des intérêts qu'elle poursuivait avec la même détermination qu'il avait élevé du vaudeville à une sensation cinématographique. À partir de 1928, alors que son succès à Broadway se transformait en renommée hollywoodienne, West commença à organiser des séances hebdomadaires dans son salon privé. Elle développa une connexion particulièrement forte avec le médium Richard Ireland, qui prétendait canaliser le père décédé de West, un ancien boxeur dont elle avait toujours cherché l'approbation. « Papa se manifeste avec tant de force », confia-t-elle à un ami après une séance. « Il a toujours des opinions sur mes choix de carrière. » Les explorations spirituelles de West s'étendaient à la théosophie, le système ésotérique d'Elena Blavatsky, qui combinait les traditions mystiques orientales et occidentales. En 1932, elle a donné une conférence à guichette fermée à la Société théosophique de Los Angeles, où 312 participants ont payé 75 cents chacun pour écouter West expliquer comment la sagesse ancienne a influencé son processus créatif. « Chaque personnage que je crée a un jumeau astral », a-t-elle dit à l'auditoire captivé. Peut-être le plus surprenant, West a affirmé que son script pour Je ne suis pas un ange a subi des révisions importantes après une séance d'écriture spirituelle au cours de laquelle son père décédé lui aurait conseillé de lui donner des ailes.
Les dirigeants du studio étaient déconcertés lorsque West a insisté pour ajouter un dialogue métaphysique sur les retours karmiques, à ce qui était à l'origine une comédie à propos d'une artiste de cirque. Bien que West ait maintenu son image publique de symbole sexuel amoureuse des diamants, sa bibliothèque privée contenait des copies usées de la doctrine secrète et Isis dévoilée, les textes théosophiques denses de Blavatsky. Le physique n'est que le commencement, a-t-elle dit une fois à un intervieweur qui l'interrogeait sur sa célèbre sensualité. Il y a 7 corps, chérie, et je sais comment tous les utiliser. Cette approche multiniveau de l'existence trouverait un écho avec une autre icône de l'horreur, qui préférait les incantations anciennes à l'improvisation à l'écran. La présence envoûtante de John Carradine. John Carradine, l'acteur dégingandé, a rempli son bureau à Malibu avec des chandeliers en crâne de chèvre, des premières éditions des œuvres du philosophe occulte de la Renaissance Heinrich Cornelius Agrippa et un registre de visiteurs signé par H. P. Lovecraft. Bien que l'écrivain d'horreur ne soit jamais réellement venu, Carradine considérait simplement que sa présence spirituelle méritait d'être reconnue. Connu pour incarner Dracula et d'innombrables autres personnages macabres, les intérêts hors écran de Carradine correspondaient à sa présence gothique à l'écran. De 1944 à 1947, Carradine était la figure centrale d'un coven informel qui se rencontrait dans un bungalow délabré de style craftsman, surnommé la Maison des Sorcières dans les collines d'Hollywood. Le groupe pratiquait un mélange autoproclamé de magie cérémonielle, s'inspirant du système énochien du magicien de cour du XVe siècle, John Dee, et d'éléments de ce que Carradine appelait la vieille religion. Lors d'une interview radio en 1945 pour promouvoir House of Dracula, Carradine a mentionné en passant qu'il avait levé une brise lors d'une incantation le week-end précédent, plongeant les producteurs de l'émission dans la panique. « Le studio ne voit pas d'inconvénient à ce que je joue des sorciers », expliqua-t-il plus tard, « mais ils deviennent nerveux quand je le deviens vraiment. » En effet, le département de publicité d'Universal Pictures a discrètement émis un mémo ordonnant à Carradine d'arrêter de nommer les costards qui avaient assisté à ces rassemblements occultes. L'icône de l'horreur Boris Karloff était supposé être un invité fréquent, bien qu'il ait publiquement maintenu une position sceptique envers le surnaturel. La chambre rituelle de Carradine comportait des manuscrits copiés à la main de prétendus sorts anciens, y compris ce qu'il appelait le rite des 7 portes, une cérémonie qu'il prétendait dater de Babylone, mais que les chercheurs pensent maintenant qu'il a en grande partie inventée, sur la base de son imagination théâtrale. Quand on lui a demandé si ces pratiques magiques amélioraient ses performances à l'écran, Carradine a répondu « Je ne joue pas dans l'ombre, je vais la canaliser ». Alors que la fascination d'Hollywood pour l'occulte a fluctué au fil des décennies, les films d'horreur à thème satanique des années 1960 ont suscité un nouvel intérêt pour la spiritualité sombre, préparant le terrain pour la véritable flirtation d'une blonde fatale avec la nouvelle église de Satan. Jayne Mansfield. 5 photographes de presse, 3 Cadillac roses et un serpent en peluche escortèrent Jayne Mansfield dans le manoir victorien, peint en noir, d'Anton LaVey, la célèbre Black House, le 2 mai 1966. La rencontre entre le symbole sexuel blond platine de Hollywood et le soi-disant grand prêtre de Satan a créé une sensation médiatique que les deux parties ont cultivée avec empressement, bien que pour des raisons très différentes.
En responsabilité? Les enquêteurs sur l'accident ont souligné des causes plus banales. Un camion masqué par le brouillard de contrôle des moustiques. Le documentaire de 2017, Mansfield 66-67, a examiné la coïncidence temporelle, tout en réfutant le mythe persistant que Mansfield a été décapité dans l'accident. Une fausse rumeur horrible qui semblait étrangement appropriée à son association avec l'obscurité rituelle. Le rapport officiel de nécropsie a documenté un traumatisme crânien sévère, mais pas de décapitation, bien que la légende persiste dans le folklore hollywoodien. Le bref séjour satanique de Mansfield serait reflété par une autre célébrité dont la popularité grand public semblait en décalage avec sa curiosité pour l'occulte. Le membre éminent du Rat-Pack, Sammy Davis Jr., qui arbora brièvement un pendentif Baphomet sur sa poitrine tout en continuant à divertir des millions de personnes. Sammy Davis Jr., une nuit, il a chanté The Candyman pour 40 millions de téléspectateurs. La suivante, il a levé un calice de vin rouge sang lors de la liturgie de minuit de la veille. L'implication de Sammy Davis Jr. avec l'Église de Satan représente l'une des connexions occultes de célébrités les plus surprenantes de l'histoire d'Hollywood. Une alliance apparemment incongrue entre l'artiste familial et les prêtres en robe noire de la nouvelle religion la plus notoire d'Amérique. Davis rencontra LaVey pour la première fois dans un club de nuit à San Francisco en 1968. Où il fut intrigué par la philosophie d'indulgence et d'individualisme du charismatique pape noir. Anton parlait ma langue, se souvient plus tard Davis. Il parlait de se libérer de la culpabilité et d'embrasser le plaisir. Des idées qui résonnaient avec quelqu'un qui avait passé sa vie à briser les barrières. Davis deviendrait finalement un visiteur fréquent de la Maison Noire, participant aux rituels et arborant le pendentif Baphomet lors des performances. Dans une interview franche de 1973 avec le magazine Penthouse, Davis a admis « J'étais un sataniste avec carte pendant environ 1 an. Cette révélation a stupéfié les fans, mais a involontairement engendré une opportunité télévisuelle, le pilote de sitcom Poor Devil, où Davis jouait un démon maladroit chargé de corrompre un comptable en difficulté. L'émission a atteint 17 600 000 téléspectateurs, mais n'a pas été retenue pour une série complète, les dirigeants du réseau citant nerveusement des éléments religieux controversés. La phase satanique de Davis a pris fin brusquement, après qu'il ait reçu des menaces d'enlèvement ciblant ses enfants. Des avertissements mentionnant spécifiquement ses associations occultes. C'était une plaisanterie qui a mal tourné, expliqua-t-il plus tard lors d'une apparition au Tonight Show, minimisant soigneusement l'ampleur de son implication. La philosophie m'intéressait, pas l'abracadabra. Alors que Davis s'éloignait de l'influence de LaVey, il a conservé certains principes sataniques, notamment le rejet de l'hypocrisie et l'acceptation de la liberté personnelle tout au long de sa carrière. Le pendentif a disparu du regard du public, mais l'esprit rebelle qu'il représentait a continué d'influencer ses performances audacieuses. Alors que Davis s'éloignait de l'obscurité, une autre légende d'Hollywood embrassait une foi plus douce. Les enseignements universalistes qui donnaient à la reine de la comédie burlesque Carole Lombard une paix intérieure contrastant avec sa personnalité effrénée à l'écran. Carole Lombard. Entre sa fugue avec Clark Gable en 1939 et son tragique crash d'avion en 1942, Carole Lombard a trouvé le temps pour des pèlerinages, non pas dans des studios, mais à des rencontres Baha'i, les rassemblements intimes où les adeptes discutaient de l'unité universelle et de la révélation progressive. La reine de la comédie burlesque, connue pour ses dialogues rapides et son humour physique, trouva une consolation spirituelle dans l'une des religions les moins comprises d'Amérique. La carte de membre de Lombard, enregistrée auprès de l'Assemblée spirituelle de Los Angeles le 28 avril 1938, marquait son engagement formel envers une foi fondée par Baha'u'llah au XIXe siècle en Perse, qui enseigne l'unité essentielle de toutes les religions et l'unification éventuelle de l'humanité. Pour une star dont l'image publique reposait sur le glamour et l'esprit, ce choix spirituel représentait une profondeur privée rarement aperçue par les fans. Dans un métier fondé sur l'illusion, j'avais besoin de quelque chose de réel, confia-t-elle à sa collègue actrice et convertie Baha'i, Deanna Durbin. Les enseignements sur l'unité me parlaient. Lombard trouvait une résonance particulière dans l'accent mis par la foi sur l'égalité des sexes et l'harmonie raciale, des valeurs progressistes qu'elle avait longtemps soutenues dans l'environnement souvent régressif de Hollywood. Alors que la guerre est,
Englouti l'Europe, Lombard a reformulé ses tournées patriotiques d'obligations de guerre comme des expressions des principes Bahá'í de service et d'unité. Son acte final, prendre le vol TWA-3 voué au sort tragique après avoir récolté plus de 2 millions de dollars pour l'effort de guerre, est survenu juste après avoir pris la parole lors d'un rassemblement Bahá'í à Indianapolis, où elle a parlé du sacrifice pour le bien commun. L'historien du cinéma Roy Pickard a noté que Lombard portait un exemplaire de Les paroles cachées de Baha'u'llah dans son sac à main sur le plateau, lisant occasionnellement des passages entre les prises. Sa quête spirituelle, interrompue à l'âge de 33 ans, représentait un contrepoint réfléchi à son personnage, déjanté à l'écran. Les enseignements d'unité, qui ont guidé les dernières années de Lombard, trouveraient un écho dans l'harmonie cosmique prêchée par le mouvement I Am, qui allait bientôt captiver la star de chant préférée de l'Amérique, Nelson Eddy. Quand Eddy atteignit le la aigu de « Ah, Sweet Mystery of Life », les adeptes affirment que l'auditorium vibra avec la flamme violette de Saint-Germain, l'énergie purificatrice canalisée par le mouvement I Am de Guy et Edna Ballard. Le baryton à la voix dorée, qui, aux côtés de Janet MacDonald, a créé le duo musical le plus aimé d'Amérique dans les années 1930, a trouvé une révélation spirituelle dans l'un des mouvements métaphysiques à la croissance la plus rapide de la décennie. L'activité I Am, fondée en 1934, combinait des éléments de théosophie avec le patriotisme américain et le concept de maîtres ascensionnés, des êtres éclairés qui auraient soi-disant transcendé l'existence physique, mais continué à guider l'humanité. Parmi ces maîtres, on trouve le comte de Saint-Germain, un mystique européen du XVIIIe siècle que les Ballards prétendaient avoir apparu à Guy sur le mont Shasta, en Californie, révélant des secrets cosmiques. L'implication d'Eddy a commencé en 1935, lorsqu'une fatigue vocale a menacé d'interrompre la production de Rosemary. Un membre du casting lui a suggéré d'assister à une réunion de « Je suis à l'Auditorium Shrine de Los Angeles. Les visualisations de guérison ont restauré ma voix du jour au lendemain », a ensuite déclaré Eddy au magazine Musical America. « J'ai senti la vibration réparer physiquement ma gorge. » Dès 1937, Eddy était un habitué des enclaves de la Fondation Saint-Germain, souvent accompagné de MacDonald, bien qu'elle gardât une attitude plus sceptique. Des dossiers du FBI de l'époque, ouverts lors d'enquêtes sur des organisations potentiellement subversives, citent Eddy promettant 5 000 $ pour construire le premier sanctuaire permanent du mouvement à Chicago. Cette première réunion a attiré plus de 6 000 participants, les talons de billets montrant qu'Eddy avait acheté toute une rangée de devants pour des collègues du studio. Les enseignements « Je suis » attiraient particulièrement les artistes grâce à leur insistance sur le décret, une pratique d'affirmation orale censée manipuler l'énergie cosmique. Eddy a intégré ces techniques dans ses échauffements vocaux, déclarant en coulisses, avant les concerts, « Je suis la voix parfaite de Dieu en action ». La combinaison par le mouvement de mysticisme patriotique et de techniques de succès pratique s'est répandue comme une traînée de poudre dans la communauté musicale d'Hollywood, avec Eddy comme promoteur le plus prestigieux. Alors qu'Eddy embrassait un mouvement promettant une ascension cosmique, une autre légende du cinéma fut brièvement impliquée dans une conspiration utopique promettant un paradis terrestre grâce à une transformation économique radicale, l'énigmatique Mankind United, qui a attiré l'attention de la sophistiquée actrice Myrna Loy. Myrna Loy, son nom apparaît à la page 418 du rapport de la sous-commission du Sénat de Californie de 1944 sur les organisations subversives, une association surprenante pour l'élégante actrice mieux connue en tant que Nora Charles dans la série Thin Man. L'éphémère implication de Myrna Loy avec le mouvement de Mankind United d'Arthur Bell représente l'une des intersections les plus étranges de Hollywood avec l'économie marginale et la prophétie utopique. Mankind United promettait rien de moins qu'une transformation mondiale, une économie parfaite qui éliminerait la pauvreté et la guerre par l'abolition du capitalisme traditionnel. Fondé par l'homme d'affaires californien Arthur Bell en 1934, le groupe prétendait représenter un ancien institut international de recherche universelle et d'administration avec des ressources vastes et cachées. Bell a dit aux adeptes que les sponsors, bienfaiteurs invisibles avec une technologie avancée, se révéleraient bientôt pour mettre en œuvre une révolution mondiale.
Lloyd, dont les opinions politiques progressistes étaient bien connues dans les cercles hollywoodiens, a commencé à fréquenter les salons cocktails de Mankind United à Hollywood en 1938. Ces rassemblements, souvent organisés dans les maisons de riches soutiens, comprenaient des conférences sur la théorie économique, entrecoupées de promesses quasi-religieuses d'une utopie imminente. L'acteur Melvyn Douglas l'a accompagné à plusieurs séances, plaisantant plus tard qu'ils y allaient en partie par curiosité, en partie par ennui, des bavardages habituels des soirées. Pour Lloyd, les critiques du capitalisme faites par Bell durant la dépression persistante avaient une attraction intellectuelle, bien qu'elle se soit ensuite distanciée des affirmations plus fantastiques du groupe. Dans son autobiographie de 1987, Being and Becoming, Lloyd minimisait son implication, bien que des dossiers financiers reproduits dans le rapport du Sénat montrent qu'elle a fait un don de $250 au fonds de publication de l'organisation. Lorsque Mankind United a été enquêté pour sédition potentielle pendant la Seconde Guerre mondiale, principalement en raison des critiques de Bell sur le profit de guerre, le nom de Lloyd est apparu dans les rôles de membres, créant une petite crise de publicité que son studio a rapidement étouffée. Contrairement à de nombreuses figures d'Hollywood dont la carrière a été détruite en raison d'associations avec l'extrême gauche lors des enquêtes ultérieures de l'ère McCarthy, la brève connexion de Lloyd avec Mankind United a été largement oubliée, alors que le groupe lui-même tombait dans l'oubli après la mort de Bell en 1954. Alors que la curiosité utopique de Lloyd représentait une vision tournée vers l'avenir, une autre légende du cinéma regardait simultanément en arrière vers les mystères anciens qui étaient censés détenir les clés du pouvoir personnel et du magnétisme artistique qui avaient fait de Rudolph Valentino un phénomène. Rudolph Valentino. Parmi le patrimoine de Valentino, inventorié après sa mort subite à l'âge de 31 ans, se trouvait un coffre en bois de cèdre estampillé de la Rose-Croix et de la devise « Lux in tenebris », lumière dans les ténèbres. Le séducteur du cinéma muet, dont le regard ardent a lancé un nouveau type d'idole masculine à l'écran, nourrissait des intérêts profonds pour les confréries mystiques, en particulier l'ordre mystique ancien, Rosicrucis, une renaissance des traditions ésotériques de la Renaissance. L'initiation de Valentino au siège de la Morgue à San José en 1923 est survenue au sommet de sa célébrité, entre les sorties de Blood and Sand et The Sheik's Son. L'acteur a abordé le rosicrucianisme, un système mêlant la sagesse de l'Égypte ancienne, la philosophie hermétique et le mysticisme chrétien avec une intensité savante. Harvey Spencer Lewis, le fondateur de la Morgue, a plus tard décrit Valentino comme notre étudiant célèbre le plus dévoué, notant que l'acteur a terminé des monographies avancées sur la télépathie et la visualisation entre les tournages de films. La célèbre scène sous la tente dans The Sheik aurait incorporé des talismans rosicruciens authentiques et des arrangements géométriques censés renforcer la qualité hypnotique de la scène. Valentino a convaincu le réalisateur George Melford que ces subtils éléments occultes transmettraient de l'énergie à travers la pellicule elle-même. Une théorie précoce de l'influence subliminale que Valentino avait rencontrée dans les enseignements rosicruciens sur les hiéroglyphes égyptiens. Après la mort inattendue de Valentino en 1926, due à une péritonite, sa veuve, Natasha Rambova, a alimenté les spéculations sur ses intérêts occultes en publiant des extraits de ce qu'elle prétendait être son journal spirituel. Une entrée indiquait « Aujourd'hui, j'ai copié des diagrammes de Maître Heindel. Les connexions cosmiques entre les planètes et l'anatomie humaine expliquent beaucoup de choses sur ma capacité à affecter les publics. » Cela faisait référence à Max Heindel, fondateur de la fraternité rosicrucienne, dont les enseignements sur l'astrologie fascinaient particulièrement l'acteur. La mort prématurée de Valentino l'a transformé en une icône, dont l'attrait surnaturel semblait valider ses quêtes mystiques. Des fans femmes ont rapporté des rêves et des visions de leur idole, créant ainsi un phénomène spiritualiste posthume. Le vampire de l'écran qui a hérité de l'attrait exotique de Valentino, Bela Lugosi, développerait sa propre relation avec des forces au-delà du voile, bien que d'une saveur culturelle distinctement différente. Bela Lugosi, projecteur à gauche. Lugosi en Dracula, projecteur à droite. Lugosi en dehors des heures, invoquant son père décédé en hongrois courant. L'acteur, dont l'interprétation du conte non mort a défini le cinéma d'horreur, a maintenu une pratique toute sa vie de techniques spiritualistes ancrées dans son euro oriental.
héritage européen, une connexion à l'au-delà, qui apportait du réconfort à travers sa carrière tumultueuse. Les Américains pensent que j'ai appris les ténèbres en jouant Dracula, expliqua Lugosi dans une interview de Photoplay en 1935. Ils ne réalisent pas que j'ai grandi avec les esprits. Né à Lugos, en Hongrie, il se souvenait des séances de table tournante de son enfance, où les membres de sa famille contactaient des parents décédés, des pratiques qui mêlaient les traditions populaires rurales au mouvement spiritualiste qui balayait l'Europe à la fin du 19e siècle. Les séances privées de Lugosi à Hollywood sont devenues semi-légendaires, en particulier après que d'autres immigrants hongrois ont rapporté que l'acteur pouvait invoquer des manifestations, des lumières étranges, des sons inexpliqués, et une fois, selon des rumeurs, une main matérialisée que d'autres médiums ne pouvaient pas réaliser. Bella comprend les anciennes méthodes, expliqua l'actrice Ilona Massey, une autre émigrée hongroise qui a assisté à ces séances. Les spiritualistes américains sont trop commercialisés. Lors d'une tournée du USO en 1944 pour divertir les troupes, Lugosi a surpris les responsables militaires en intégrant une séance de démonstration dans sa performance, contactant les esprits des camarades tombés au combat et transmettant des messages dans des voix que des témoins ont décrites comme étant entièrement différentes de la sienne. L'exposition a été rapidement retirée du programme car potentiellement perturbante pour le moral, bien que les soldats auraient demandé des séances privées par la suite. Les archives de films de l'UCLA abritent 2 brochures spiritualistes bien usées de la bibliothèque personnelle de Lugosi, Au-delà du voile par le médium hongrois, Ferenc Virag, et un exemplaire rare de Communiquer à travers la division, avec des annotations en hongrois de Lugosi. Ces notes révèlent un homme qui considérait ses performances théâtrales et ses pratiques spirituelles comme complémentaires plutôt que contradictoires. Les deux impliquaient de faire le lien entre les mondes visibles et invisibles. Alors que Lugosi canalisait des esprits à travers des méthodes européennes traditionnelles, une autre icône du cinéma allait explorer le mysticisme juif ancien. L'exploration surprenante de Marilyn Monroe des textes kabbalistiques qui ajoutaient une autre couche à la personnalité la plus connue d'Hollywood. Marilyn Monroe. Elle a signé « Shalom, Marilyn » à l'intérieur de son siddur relié en cuir. Mais les marges se remplissent de croquis de séphiro au crayon, des diagrammes des 10 émanations de l'énergie divine dans la tradition kabbalistique. Bien que la conversion de Monroe au judaïsme en 1956, avant d'épouser le dramaturge Arthur Miller, soit bien documentée, son exploration sérieuse du mysticisme juif, qui allait bien au-delà des exigences d'un candidat à la conversion, est moins connue. Marilyn a abordé le judaïsme avec une intensité caractéristique, a noté le rabbin Robert Goldberg dans une correspondance privée avec Miller. Ce qui avait commencé comme une préparation au mariage est devenu une quête spirituelle authentique. Elle était particulièrement attirée par le langage symbolique de la Kabbale. Les questions de Monroe lors des sessions d'études auraient dépassé les pratiques de base pour aborder des concepts ésotériques. La nature du divin féminin, le mystère de la création et le pouvoir des lettres hébraïques en tant que force cosmique. Les lettres d'Arthur Miller à son rabbin notaient ces discussions nocturnes sur le symbolisme kabbalistique. Elle le relie à son métier d'actrice, voyant chaque rôle comme contenant des étincelles qui doivent être élevées, comme le concept lurianique de tikkun. Cette référence aux enseignements de l'ésotériste du XVIe siècle, Isaac Luria, suggère que Monroe avait dépassé les textes introductifs pour entrer dans un territoire théologique complexe. La vente aux enchères de 2019 du chandelier de Monroe pour 112 500 $ a démontré à la fois son engagement envers la pratique juive et la fascination continue des collectionneurs pour sa vie spirituelle. Moins médiatisé, le lot 253 de Christias était sa copie annotée du Zohar, le texte central de la Kabbale, avec de nombreux passages soulignés sur la Shekinah, l'aspect féminin de Dieu. Contrairement au mouvement actuel des centres de Kabbale pour célébrités, son étude était traditionnelle et basée sur les textes, guidée par des érudits sérieux plutôt que par des vulgarisateurs. Elle voulait la vraie chose, pas une version édulcorée, a noté un de ses partenaires d'études. Elle l'a abordée comme une méthode d'acteur, immersion totale. Les explorations spirituelles de Monroe ont été abrégées par sa mort en 1962, laissant des questions sur la façon dont cette dimension aurait pu influencer sa vie et son art ultérieur. Alors que Monroe recherchait la sagesse ancienne dans des traditions établies, une autre figure d'Hollywood était occupée à transformer le savoir occulte en quelque
quelque chose de totalement nouveau. Un écrivain de science-fiction dont les expérimentations mystiques évolueraient en l'un des mouvements religieux les plus controversés du XXe siècle, L. Ron Hubbard, de Thelema à la scientologie. Avant Clear, avant les électromètres, Hubbard était frater H dans le Agape Lodge de Jack Parson, chantant à Babylone. L'auteur de Pulp Fiction, dont la philosophie de la Dianétique finirait par se transformer en église de scientologie, a commencé son voyage métaphysique en 1945 en tant que participant enthousiaste à la magie télémèque d'Aleister Crowley, une connexion que les biographies officielles de la scientologie omettent de manière flagrante. Le partenariat de Hubbard avec le scientifique en fusée Jack Parsons dans le Babylon Working, une opération magique élaborée menée en 1946, représente un fascinant pont entre l'occultisme cérémoniel et la religion pseudo-scientifique que Hubbard établirait plus tard. Le rituel, conçu pour incarner le divin féminin en une femme physique, impliquait des semaines d'incantations, de pratiques sexuelles symboliques et d'applications expérimentales du système magique de Crowley. Crowley lui-même, surveillant ses activités depuis l'Angleterre, a exprimé de l'irritation à propos de l'implication de Hubbard en écrivant à un associé « J'ai reçu des rapports inquiétants concernant la gestion par Frater Parsons du travail de Babylone. Apparemment, il a pris comme assistant un commandant de sous-marin nommé Ron Hubbard, qui semble être un homme sûr de lui. Il doit être un personnage très intéressant. » Avant son tournant occulte, Hubbard s'était fait connaître comme un auteur prolifique de pulp, publiant 138 histoires dans divers genres d'ici 1941. Cette combinaison d'écriture de fiction imaginative et de pratiques occultes s'avérerait cruciale dans le développement de la Dianétique qui apparut pour la première fois dans le numéro de mai 1950 d'Astounding Science Fiction, atteignant 225 000 lecteurs et lançant ce que Hubbard présenta initialement comme une nouvelle science de la santé mentale. Alors que la Dianétique évoluait vers la scientologie, des observateurs attentifs remarquèrent d'étonnants parallèles entre les concepts magiques crowleyiens et la technologie de Hubbard. La notion de faire disparaître les engrammes rappelait les rituels magiques de bannissement, tandis que le concept de tétan opérant reflétait le but magique de s'unir avec son moi supérieur. Même le symbole de la scientologie, la croix à 8 branches, présente une ressemblance frappante avec l'étoile de Babylone de Crowley. L'achat par Hubbard du Château Élise à Hollywood pour son centre de célébrité en 1973 a bouclé la boucle de son parcours en établissant son mouvement au cœur de l'industrie qui avait publié ses premières fictions. L'ancien hôtel de Hollywood, autrefois résidence de nombreuses stars des débuts du cinéma muet et sonore, est devenu le siège d'un nouveau type de technologie spirituelle commercialisée spécifiquement pour l'industrie du divertissement, garantissant ainsi que la quête métaphysique de Hollywood se poursuive dans une nouvelle ère. Quand je faisais de l'équitation, nous sortions le dimanche, c'était le seul jour où nous étions libres et j'aimais monter à cheval. Donc, des écrits alimentaires de Gloria Swanson au culte des stars à $1 milliard de L. Ron Hubbard, nous avons parcouru les chapelles secrètes, salles de spiritisme et rituels de l'ombre du vieux Hollywood. Quelle histoire vous a le plus surpris? Avons-nous manqué une légende dont les passe-temps nocturnes méritent d'être mis en lumière? Faites défiler vers le bas et dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chaque théorie, rumeur et peste que vous laissez. Si ce voyage à travers le crépuscule de Tinseltown vous a fasciné, appuyez sur le bouton like pour que l'algorithme sache que vous êtes en quête de plus d'histoires cachées. Partagez la vidéo avec un cinéphile qui pense avoir tout vu et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine exploration dans le côté étrange de la célébrité. Appuyez sur la cloche et YouTube vous avertira dès que le prochain épisode sera disponible. Jusqu'à ce moment-là, gardez vos yeux sur le grand écran et peut-être une oreille au murmure derrière. Merci.